qui est un cabinet conseil en recrutement spécialisé dans la recherche de cadres experts et dirigeants, principalement pour les secteurs industriels, distribution et services. Je suis également coach professionnel et psychothérapeute. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous cette présentation qui porte sur les questions pièges des recruteurs au titre d'adhérente d'À compétence égale. Alors, À compétence égale est une association qui regroupe des experts en recrutement, aussi bien des cabinets conseils que des entreprises. Nous sommes une soixantaine de membres engagés dans la lutte contre les discriminations et dans les principes de l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi. Alors, quels sont nos engagements en qualité de membres et d'adhérents? Déjà, d'être audités par l'association, accompagnés et formés pour améliorer nos pratiques professionnelles et aussi nous les partageons entre nous. Vis-à-vis des candidats, donc nous accompagnons également les candidats au travers de divers événements pour les conseiller dans les étapes clés de leur recherche d'emploi, comme c'est le cas aujourd'hui et au cours de cette semaine. Et enfin, nous agissons également auprès de l'ensemble des acteurs du recrutement et des pouvoirs publics pour faire bouger les lignes, que ce soit aussi bien sur le plan des pratiques professionnelles que sur le plan législatif. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et abordons ce thème de déjouer les pièges des recruteurs, qui est un thème plutôt assez large, mais que nous avons voulu plutôt aborder sous l'angle des questions embarrassantes ou questions pièges que vous pouvez recevoir en entretien. Alors, quand je parle de questions embarrassantes, je pense notamment aux questions indiscrètes, questions gênantes, qui, on le verra, pour la plupart ne sont pas autorisées, et vous amènent à devoir vous dévoiler plus que vous ne le souhaiteriez. Mais ça peut être aussi des questions auxquelles vous n'êtes pas préparé et donc qui vous troublent et qui vous gênent. Alors, comment anticiper, comment repérer ces questions? Nous les avons classées en fait en 3 catégories. D'abord, des questions qui portent sur la vie privée et aujourd'hui, malheureusement, elles sont encore nombreuses lors des entretiens de recrutement. Ça peut être des questions sur la profession de votre conjoint, par exemple, votre lieu d'habitation, votre âge, l'âge de vos enfants, le mode de garde de vos enfants, etc. Ça peut être des questions qui portent également sur des situations que vous ne souhaitez pas forcément relater, des événements, des périodes, par exemple, des périodes d'interruption professionnelle pour cause de maladie, des pertes d'emploi particulièrement difficiles, des cas de harcèlement que vous avez connus au travail, etc. Et puis des questions qui sont aussi embarrassantes parce qu'inattendues et auxquelles vous ne vous êtes pas préparé. Alors, voyons déjà ce que dit la loi en matière de discrimination et les critères de discrimination. Alors, la loi dit qu'aucune personne ne peut être écartée, sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans les domaines suivants. Alors que ce soit le recrutement que nous allons bien sûr aborder, mais ce sont aussi d'autres situations professionnelles comme la promotion professionnelle, la rémunération, l'évaluation, le licenciement. Donc, si on applique effectivement ce code du travail au domaine du recrutement, on dira qu'aucune personne ne peut être écartée d'une démarche de recrutement pour l'un des motifs que nous allons voir ensemble. Alors, ces motifs, ils sont au nombre de 24. Donc, 24 motifs que le recruteur ne peut pas évoquer ou utiliser pour vous écarter d'un processus de recrutement. Alors, je suppose qu'il y en a un certain nombre que vous connaissez, puis d'autres peut-être que vous allez découvrir. Nous allons les passer en revue. Alors, le premier, sans qu'il soit classé en top 1 des critères de discrimination, on le retrouve quand même facilement dans le top 5 ou le top 5, donc c'est l'âge. Donc, des candidats qui sont écartés des processus de recrutement en raison de leur âge, et là, je pense plus particulièrement à la seniorité. L'origine, origine réelle ou supposée. Par exemple, un candidat qui, bien qu'il soit français, est écarté parce qu'il est d'origine d'Afrique du Nord, par exemple, ou d'Europe de l'Ouest, ou d'autres régions, ou d'autres pays, ou d'autres origines, du coup. Le sexe, donc homme ou femme, écarté pour l'un de ces critères, enfin homme ou femme.
La situation de famille, ça voudrait dire qu'un recruteur écarterait d'un processus de recrutement un candidat parce qu'il est célibataire, il est séparé, divorcé, veuf ou simplement marié. Le nom de famille, nom qui ne serait pas de consonance française, européenne, et qui serait un facteur qui écarterait le candidat d'un processus de recrutement. L'état de santé, un candidat qui serait écarté parce que le recruteur suppose qu'il a une santé fragile ou qu'il n'est pas en mesure d'obtenir un emploi. L'orientation sexuelle, donc fait référence à l'homosexualité ou l'hétérosexualité. L'état de grossesse, donc un recruteur écarterait une candidate parce qu'elle est réellement ou supposée enceinte. Les convictions religieuses, philosophiques, les opinions politiques, également on le verra, les opinions syndicales, donc sont des critères également prohibés pour écarter un candidat d'un processus de recrutement. La nationalité, recruteur qui écarterait un candidat parce qu'il n'est pas de nationalité française ou européenne. Donc je rappelle, tous ces critères sont interdits à prendre en compte lors d'un processus de recrutement. Alors l'ethnie, c'est plutôt lié en fait à des pratiques culturelles ou à des langues. Donc si on applique le caractère ethnique en France, on pourrait parler de différences régionales, comme par exemple choisir ou écarter des candidats bretons, alsaciens, corses ou d'autres régions. La race fait plutôt référence à la couleur de peau. L'apparence physique, donc un candidat, plutôt un recruteur écarterait un candidat d'un processus de recrutement en lien à son apparence physique, qui peut toucher par exemple le poids, la taille, voire éventuellement le caractère agréable du physique ou désagréable. Alors, les caractéristiques génétiques, j'avoue que dans le domaine du recrutement, je ne l'ai jamais rencontré, mais ça pourrait être par exemple un employeur qui demanderait à un candidat de faire des tests génétiques pour se rassurer sur le fait qu'il soit conforme à l'emploi, ou en tout cas dans le désir du recruteur. Ça, j'avoue que je n'ai jamais croisé ces caractéristiques. Le handicap, donc il est interdit d'écarter d'un processus de recrutement un candidat qui serait en situation de handicap. L'identité de genre donc, fait référence aux transgenres, aux personnes transgenres. Le lieu de résidence, un candidat qui serait écarté à cause de son adresse ou qui n'habite pas sur la région souhaitée. La situation économique fait plutôt référence à la situation de précarité d'un candidat, par exemple un recruteur qui découvrirait lors de l'entretien que le candidat n'a pas de domicile personnel ou habite chez des amis ou dans une association. Donc ça, c'est un critère qui ne doit pas être pris en compte. Les mœurs, donc fait plutôt référence aux candidats qui seraient fumeurs ou qui auraient des habitudes alimentaires particulières, par exemple. J'ai ajouté la domiciliation bancaire. Domiciliation bancaire, c'est pareil, c'est un critère qu'on trouve peu dans le recrutement, mais il faut savoir que ces critères s'appliquent également à d'autres situations, notamment à l'accès au logement. Et donc, ça voudrait dire qu'un propriétaire ne pourrait pas ou qu'un recruteur ne pourrait pas écarter un dossier parce que la domiciliation bancaire en fait, de la personne ne serait pas, par exemple, en France. Alors, s'exprimer dans une autre langue que le français, ça veut dire que, en fait, le recruteur ne peut pas écarter un candidat parce qu'il s'exprime dans une autre langue que le français. Alors, j'avoue que ça fait un peu référence soit à la nationalité ou à l'origine. Ça veut dire que sur un CV, si on voit un candidat qui parle le chinois, par exemple, on peut supposer que la personne soit d'origine chinoise ou de nationalité chinoise, mais pour le fait qu'il parle le chinois, on ne peut pas l'écarter d'un processus de recrutement. Les activités syndicales et mutualistes rejoignent les convictions religieuses, politiques, philosophiques. Et
Enfin, la perte d'autonomie. Perte d'autonomie, c'est un facteur qu'on va peut-être aussi un petit peu moins rencontrer dans l'accès à l'emploi, mais peut-être plus dans les cas de mobilité, voire de séparation d'un employeur vis-à-vis d'un collaborateur. La perte d'autonomie fait référence à une personne qui n'aurait peut-être plus tout à fait les facultés mentales, physiques pour poursuivre un emploi, enfin pour poursuivre, pour continuer à être dans son poste ou pour évoluer dans une entreprise. Voilà, donc on a passé en revue les 24 critères. Vous voyez, ils sont nombreux. Je pense que certains vous connaissiez, d'autres peut-être moins. Et je le rappelle, donc, ça veut dire que si un recruteur vous pose une question sur un de ces critères, il est dans l'illégalité. Et dans de nombreux cas, en fait, il ne le sait pas toujours. Mais ce qui finalement est à retenir, c'est que toutes les questions qui vous sont posées doivent avoir un lien direct avec l'emploi proposé et non pour objet que d'évaluer vos compétences et motivations pour tenir un emploi. Et c'est ça qui est en fait le plus important à comprendre, c'est que toutes ces informations qui n'ont pas de lien avec l'emploi n'ont pas à être obtenues ni communiquées spontanément par vous, parce que même si parfois les candidats livrent des informations personnelles en toute bonne foi et en toute transparence, ces informations risquent parfois plus de l'écarter de l'emploi que de l'aider à y rentrer. Et il est sûr que, par exemple, notamment certaines femmes, enfin, c'est pas certaines, c'est les femmes, ont souvent certaines questions qui leur sont plus spécifiquement posées, comme l'état de grossesse, le nombre d'enfants, le mode de garde, la situation familiale, parce qu'en fait, il est sûr qu'une femme seule avec ses enfants inquiétera beaucoup plus le recruteur qu'un homme seul avec ses enfants, à qui, de toute façon, on ne pose pas de questions. Alors, pourquoi il est préférable de ne pas livrer d'informations personnelles? Parce que, indépendamment du caractère illégal, il y a certaines informations et beaucoup d'informations qui sont plutôt à garder pour vous, parce qu'on ne sait jamais comment ces informations personnelles sont reçues ou interprétées. Parce qu'on n'a pas la même conception et personne n'a la même conception de la vie et la façon dont elle peut être vécue. Je donne un exemple, un candidat qui explique qu'il a pris une année sabbatique pour voyager peut très bien provoquer de l'enthousiasme chez certains recruteurs, comme ça peut aussi provoquer une certaine défiance de la part d'autres recruteurs qui vont se questionner sur la réelle envie du candidat de venir à l'emploi. Et ces informations personnelles peuvent aussi inquiéter, faire peur, voire développer la compassion. Alors, je vais donner quelques exemples. Un candidat qui, par exemple, nous dit qu'il a mis fin à son contrat de travail ou qu'il a dû s'arrêter parce qu'il a eu un grave problème de santé, un burn-out par exemple, un cancer, cette information va forcément avoir un retentissement chez le recruteur. Car aucune information n'est neutre en soi, et encore moins celle qui touche à l'intégrité physique ou mentale. Alors chez certains recruteurs, effectivement, ça peut faire peur. Ça peut, le recruteur peut effectivement se demander si le candidat est guéri, s'il va pouvoir reprendre le travail. Et dans le bénéfice du doute, peut-être le recruteur va s'abstenir et ne va pas poursuivre. Mais ce type d'information sur la santé peut au contraire générer de la compassion. Et le recruteur va plutôt encourager, chercher à donner sa chance au candidat, mais au détriment d'une véritable prise en compte de ses compétences, qui sont quand même les seuls critères qui devraient être pris en compte. Et au mieux, si le candidat est embauché, ce ne sera pas forcément pour les bonnes raisons. Et puis, le recruteur peut également ne pas trop savoir quoi faire de ce type d'information. Autre exemple, une candidate qui parle de sa situation de famille, seule avec 3 enfants à charge, et qui explique en toute bonne foi et en toute transparence pourquoi elle ne peut pas travailler au-delà de 18h30 tous les soirs. Alors ça aussi, ça peut engendrer de l'inquiétude chez le recruteur, mais des craintes qui sont aussi autres que le réel manque de disponibilité de la candidate, qui doit par ailleurs être abordé. Mais évoquer la situation de famille va aussi potentiellement éveiller différents sentiments chez le recruteur, tels que aussi le courage de cette femme, la sympathie envers cette femme, voire aussi parfois la plainte ou la compassion.
Alors, je ne suis pas en train de dire que les contraintes que nous avons tous dans nos vies personnelles ne doivent pas être partagées avec le recruteur si elles doivent être prises en compte, bien sûr, avec l'emploi recherché. Que ce soit les horaires, que ce soit les déplacements professionnels qu'on peut faire ou pas faire, le temps de trajet qui est acceptable pour nous ou pas, ou la nature du contrat, par exemple. Mais en tant que candidat, vous n'avez pas besoin de vous justifier et de donner des explications. Le simple fait de mentionner ces critères en soi est suffisant. Alors, avant de voir comment on aborde et on répond quelque part néanmoins à ces questions qui vous sont posées, rappelons peut-être 3 principes pour l'entretien. Déjà, bien préparer son entretien. Savoir parler de son projet professionnel, savoir se présenter, présenter son expérience, savoir parler de soi également au travail. Donc se préparer et puis répéter en quelque sorte un peu son discours. Ensuite, toujours garder la maîtrise de ses réponses. Vous n'avez aucune obligation de répondre à ces questions qui ne vous conviennent pas. Alors, je sais que bien sûr, c'est compliqué parce que vous pouvez aussi ressentir un rapport de force déséquilibré entre vous et le recruteur. Mais pensez que c'est pour votre bien, en finale, de ne pas vous laisser embarquer sur un chemin que vous ne souhaitez pas prendre. On verra par la suite comment aborder justement ces questions. Et puis aussi, restez vigilant sur les questions interdites, savoir les repérer. Parce que si vous êtes face à un recruteur qui vous harcèle de questions personnelles sur votre âge, vos enfants, etc., il y a peut-être un risque que vous soyez victime de discrimination. Donc, vous avez toujours une possibilité par la suite de déposer un dossier auprès des défenseurs des droits pour défendre votre position. Mais soyons néanmoins positifs, et je parle en connaissance de cause, les recruteurs en soi, même si parfois ils vous questionnent de façon indiscrète, ils n'ont pas de mauvaises intentions en vous posant ces questions. En fait, le recruteur est, j'allais dire, une personne inquiète et elle a besoin de se rassurer. Et elle a besoin aussi de mieux vous connaître. Par exemple, quand le recruteur vous pose une question pour savoir combien vous avez d'enfants, c'est pas qu'ils veulent tant savoir si vous en avez 2, 3 plus ou pas, c'est qu'ils veulent au fond se rassurer de votre disponibilité. S'ils vous demandent si vous allez bientôt avoir des enfants, et là je parle pour les jeunes femmes, ils souhaitent surtout avoir une garantie sur votre engagement dans la durée. Quand ils vous demandent de connaître votre lieu de résidence et que vous ne l'avez pas mentionné sur votre CV, c'est qu'ils veulent savoir éventuellement si vous pouvez déménager. Ils veulent aussi parfois calculer votre temps de trajet entre le domicile et le bureau, mais ça veut dire aussi quelque part faire le calcul à votre place et prendre la décision pour vous. Quand ils vous demandent si vous êtes marié, ce que fait votre conjoint, etc., c'est qu'ils veulent au fond mieux vous connaître. Mais là encore, ça n'a aucun lien avec l'emploi et ça n'a aucun lien avec vos qualités personnelles au travail. Donc, il est toujours préférable de parler de soi, de parler de vous dans votre activité professionnelle, de vos qualités au travail plutôt qu'à la maison ou de votre histoire personnelle. Mais gardez toujours à l'esprit que le recruteur, il n'est pas mal intentionné, mais il est souvent maladroit et il ne sait pas toujours bien poser ses questions. Alors, que faire? Donc, comment aborder, comment répondre ou ne pas répondre justement à ces questions? 2 possibilités. D'abord, une possibilité qui serait d'anticiper la question du recruteur pour désamorcer son inquiétude potentielle. Exemple, sur les déplacements professionnels, plutôt que d'attendre qu'il vous pose la question, vous pouvez très bien lui poser, vous, la question sur la fréquence des déplacements professionnels et, en fonction de la réponse, le rassurer en lui disant que c'est, ou pas d'ailleurs, complètement compatible avec votre vie personnelle. Ou même, sans lui poser de questions, lui parler de vos expériences antérieures en matière de déplacement professionnel ou en matière d'horaire, par exemple, parce que là, c'est réellement la meilleure façon de le rassurer.
Si vous l'avez déjà connu par le passé, si vous avez déjà pu vous déplacer, par exemple, régulièrement pour des raisons professionnelles, si vous avez déjà pu avoir voilà, des horaires spécifiques qui peuvent répondre à la demande de l'emploi pour lequel vous présentez, et bien là, c'est sûr, vous allez bien le rassurer, parce que si vous l'avez déjà fait par le passé, vous aurez plus de chances et plus de facilité pour le refaire. Après, une autre façon de répondre à des questions indiscrètes ou gênantes, c'est de retourner sa question adroitement en lui demandant ce qu'il souhaite réellement savoir. Bien sûr, le faire avec le sourire, avec la diplomatie, ne pas le braquer, mais plutôt de répondre, de lui dire, plutôt que de répondre directement à votre question, pourquoi me posez-vous cette question? Je pourrais certainement y répondre plus directement. Vous me demandez si je suis propriétaire de mon logement. Cela veut dire que vous cherchez à savoir si je peux facilement déménager. Eh bien oui, je peux vous confirmer que je peux facilement déménager. Ça ne me pose pas de problème. Le candidat dit, vous me demandez si j'ai de la famille dans la région. Alors ça, c'est une question souvent que les recruteurs posent parce qu'ils sont toujours inquiets de savoir si vous êtes amené à déménager dans une région, si vous n'allez pas vous retrouver complètement isolé, si ça va pas, vous n'allez pas avoir un problème d'intégration. Donc souvent, au lieu de poser la question directement, ils cherchent à savoir si vous avez de la famille. Donc, pareil, cette réponse, je dirais, n'est pas donnée telle qu'elle, vous n'avez pas à renseigner où habite votre famille. Donc, vous pouvez très bien répondre en disant, écoutez, je connais très bien cette région, ou pas d'ailleurs, ou si ce n'est pas le cas, essayez de le rassurer par d'autres éléments, mais je suis persuadée, que je peux facilement m'adapter. Et là encore, si vous avez eu des expériences professionnelles qui vous ont amené à changer de région, à déménager, n'hésitez pas à le reciter en disant, voilà, vous voyez, j'ai fait mes études à tel endroit, j'ai occupé un premier poste à tel endroit, j'ai ensuite bougé à tel endroit, voilà, et ça ne pose absolument pas de souci pour que, de nouveau, je change de région. Alors la question qui est certainement la plus délicate, je dirais, à contourner ou à, je dirais, peut-être aborder de façon différente, c'est la question de l'âge. Et je sais que malheureusement, c'est une question qui est encore souvent posée. Alors, vous pouvez très bien lui répondre en lui disant avec un grand sourire que vous avez toute l'expérience requise pour obtenir l'emploi, comme bien sûr vous le voyez sur mon CV, monsieur le recruteur, mais parfois ça ne suffit pas. Et ça ne suffit d'ailleurs pas. Donc, là encore, plutôt que de répondre sur votre âge, posez-lui adroitement la question sur pourquoi vous me posez cette question. Parce que derrière cette question, il y a souvent aussi une crainte qui est liée à la représentation. Alors, je vais parler là encore des seniors parce que je pense que les trentenaires ne sont pas questionnés sur le sujet. On est plutôt donc sur des questions qui sont posées à des personnes plus seniors et expérimentées. Et comme je disais, quand les recruteurs posent cette question, il y a souvent une représentation, une crainte sur les seniors qui peut toucher par exemple l'adaptation à de nouvelles technologies, qui peut toucher aussi à des craintes d'intégration dans des équipes plus jeunes, qui peuvent toucher aussi à des craintes sur le dynamisme, l'énergie, etc. Donc ça, c'est intéressant de savoir ce que le recruteur va vous dire. S'il vous dit effectivement qu'il souhaite connaître votre âge parce que vous allez par exemple intégrer une équipe trentenaire, eh bien là, c'est à vous d'argumenter en quoi cet élément de contexte est quelque chose que vous savez aborder. Et donc là, vous n'avez pas besoin donc, de répondre directement à sa question. S'il vous dit qu'il y a des craintes pour que vous puissiez accéder ou travailler avec de nouvelles technologies, posez-lui la question de quelle technologie il s'agit, et là, répondez en toute bonne foi si effectivement c'est des éléments que vous connaissez ou pas. Et encore, de la même façon, si vous avez eu l'expérience antérieure d'avoir été confronté à des contextes de nouvelles technologies, d'équipes plus jeunes, etc., ou de challenges très ambitieux, par exemple, si des craintes sur le dynamisme, l'énergie, etc., n'hésitez pas à argumenter avec ces éléments. Mais là encore, vous n'avez pas besoin de livrer des informations sur votre vie pour renseigner le recruteur ou pour le rassurer sur vos dispositions.
Alors après, les questions qui gênent peuvent être aussi des questions légales et les questions dont on pense qu'elles nécessitent une justification. Et sur lesquelles il est aussi parfois légitime que le recruteur vous pose des questions. Par exemple, une interruption de carrière ou un trou dans le CV où le recruteur va vous demander voilà, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période, où vous avez pu avoir un projet, par exemple, pour convenance personnelle, un voyage, un congé pour aider un parent malade, etc., ou des explications sur la séparation avec votre employeur. Alors là, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite, hein. Chaque cas est bien sûr particulier et chaque réponse se prépare, mais je vous livre néanmoins quelques recommandations. D'abord, et j'insiste, ne jamais parler de sa santé. Même si vous avez connu effectivement une période d'interruption professionnelle pour des raisons de santé, vous n'avez aucune obligation de livrer quoi que ce soit sur le sujet et vous pouvez très bien dire que vous aviez un projet professionnel qui est de l'ordre de la sphère privée et qui n'apporte aucune information nouvelle à ce que vous avez déjà communiqué. Voilà, je pense que si vous arrivez à dire cet élément de façon sereine, sans agressivité non plus, je pense que le recruteur, voilà, il passera à autre chose et voilà, c'est un élément qui restera dans votre sphère privée, c'est pas quelque chose que vous allez communiquer. Donc préparez ces réponses, hein. Exercez-vous à communiquer sur ce terrain. Dans le cas de séparation avec un ancien employeur, donc ça c'est des choses aussi que vous pouvez être amené à aborder, donc préparez également votre réponse et même si la séparation était à l'initiative de l'employeur, ce qui peut vous être demandé, là aussi il n'est pas nécessaire de tout livrer dans le menu détail. Présentez les choses de façon synthétique, si possible avec recul, et quelque part reconnaissez que la situation ne vous convenait pas non plus, que ce soit la relation avec le manager, que ce soit la culture d'entreprise, ce qui dans tous les cas de figure était une réalité, et ce sont tout à fait des choses que l'on peut entendre. Donc il ne s'agit pas de travestir la réalité non plus, hein, mais de vous présenter sur votre meilleur jour, même si je conçois bien que certaines situations sont parfois difficiles, justement, ne pas rentrer dans l'affect et, voilà, et essayer de prendre de la distanciation par rapport à ces éléments. Mais ne vous sentez pas obligé non plus de verser en fait dans les explications. Alors bien sûr, souvent, quand je parle de la sphère privée, de ne pas parler de soi, enfin tout ce que j'ai pu exposer jusqu'à maintenant, souvent, j'entends des personnes qui sont frustrées, hein, aussi bien d'ailleurs les recruteurs que les candidats. Parce qu'on me dit ne pas parler de soi, ne pas parler de sa vie privée, ça limite l'échange, ça limite une certaine convivialité. Le recruteur me dit moi j'ai besoin quand même de cerner le candidat, d'appréhender mieux sa personnalité, donc je vais aller un petit peu creuser voilà, ce qui se passe un petit peu à côté. Bien, moi je dis pas du tout, on peut très bien bien connaître un candidat. On peut très bien aussi, en tant que candidat, parler de soi au travail, parler de ses préférences, de ses comportements et de ses compétences professionnelles, au travers de situations qu'on rencontre tous les jours dans la vie professionnelle. On peut aussi parler des relations qu'on développe avec ses collègues, avec ses managers. Et en explorant bien la vie professionnelle et la situation professionnelle, je garantis qu'on a une très très bonne, enfin en tout cas on a une bonne connaissance du candidat, de ses compétences, et aussi on développe une bonne qualité relationnelle lors de l'entretien. Et on ne passe pas par des extrapolations venant de la sphère privée. Voilà, donc il faut retenir, si je fais un petit peu une récapitulation des sujets qu'on a abordés, donc bien préparer son entretien pour être au clair avec soi-même, avec son projet, donc ça reste valable dans tous les cas de figure. Essayez de repérer les questions interdites, hein, et ne pas considérer ces questions délicates comme des pièges intentionnels, hein. Dites-vous bien toujours derrière qu'il y a une crainte, il y a un besoin de réassurance. Donc, essayez d'adresser toujours ce besoin de réassurance. Dans tous les cas, répondre donc à la question sous-jacente ou anticiper en rassurant spontanément l'interlocuteur sur ce qui le préoccupe. Et puis, toujours garder à l'esprit de recentrer l'entretien sur votre vie professionnelle, enfin sur votre activité professionnelle et vos compétences. Ce sont vraiment les éléments qui nous importent quand nous rencontrons un candidat en entretien.